dans ce repository. Donc, cette partie-là de l'intégration continue va être prise en charge par un outil comme Git. L'intégration continue, ça va plus loin, c'est-à-dire que suite à cette récolte des codes sources, eh bien, il va y avoir une phase de test unitaire. Vous en parlerez pendant le cours Analyse et Conception, on va vous montrer comment informatiser ces tests unitaires. Ces tests unitaires vont être informatisés, donc automatisés. Les outils d'intégration continue vont s'occuper, par exemple, tous les soirs de redéclencher l'intégralité des tests unitaires sur le code source qui vient d'être collecté dans les repositories Git. Et puis donc, en fonction du résultat de ces tests unitaires, on va avoir un bilan qui va être tiré de cela. Quels sont les tests qui sont passés au vert et quels sont les tests qui sont restés au rouge. Et puis derrière, bien, les outils d'intégration continue vont construire un exécutable, pour faire simple, vont construire un exécutable à partir de l'état actuel du projet. Ce qui permettrait éventuellement, à partir de cet exécutable, pourquoi pas, de proposer et de faire une présentation au client. Donc ça, ce sont des workflows que vous allez intégrer rapidement quand vous serez en projet en entreprise, dont l'objectif est d'automatiser toutes ces tâches récurrentes et de provoquer toutes ces tâches ou d'exécuter toutes ces tâches, par exemple, toutes les nuits pendant les phases projet ou 2 fois par semaine. Enfin, c'est l'équipe qui va gérer tout ça. Et donc, dans ces outils d'intégration continue, bien, on a cet outil Git ou de gestion de version qui va être intégré. Donc, l'idée, c'est de travailler à plusieurs sans se marcher sur les pieds, c'est-à-dire permettre de partager des fichiers de code source entre différents membres de l'équipe et puis aussi être capable de versionner le code source qui va être produit, de telle sorte qu'à tout moment, avec cet outil-là, on pourrait revenir à l'étape précédente, donc N-1, mais on pourrait aussi envisager de revenir à l'étape N-10, revenir sur un projet avec une étape N-10. Ça veut donc dire que toutes les modifications que vous allez apporter à un code source vont être historisées grâce à cet outil Git. Alors bien sûr, il y aura toujours une version officielle, c'est la dernière version que vous avez déposée sur le repository, mais vous allez pouvoir comme ça revenir sur différentes versions. Même si on ne va pas forcément l'aborder dans ce projet, mais ces outils vont vous permettre également donc de construire une branche un peu particulière qui va être la branche principale de votre projet avec toutes les versions de code qui servent donc à la réalisation de ce projet. Mais vous allez aussi pouvoir créer des branches spécifiques, des branches de test, par exemple. Ce qui veut dire qu'une partie de l'équipe pourrait travailler sur cette version du projet, alors qu'une autre partie de l'équipe continue à travailler sur la version officielle. À tout moment, si on constate que le test que l'on a lancé sur cette branche ici n'est pas concluant, on peut arrêter cette branche, bien sûr. On peut arrêter cette branche et puis revenir sur la branche principale. On peut également, si le test ici est concluant, décider que le travail réalisé dans cette branche, le fusionner avec le travail qui est en cours de réalisation dans la branche principale. Et puis, de temps en temps, vous allez aussi pouvoir taguer. Taguer, c'est tout simplement définir des versions exécutables. Très souvent, vous avez des versions bêta, des versions de test, des versions de production au niveau d'un produit. Eh bien, ce sont tout simplement les développeurs qui ont décidé à un moment ou à un autre dire que l'application qui était actuellement placée dans ce repository était suffisamment stable pour pouvoir être versionnée. Ça devient quelque chose d'officiel, quelque chose que l'on pourrait présenter à un client. C'est ce que l'on appelle poser un tag.
Et donc, on va pouvoir comme ça, de temps en temps, positionner des tags dans notre repository pour figer cette version de projet. Alors, ça n'empêche que derrière, à partir de ce tag, on peut continuer le développement et à utiliser Git pour produire la version 1.2 un petit peu plus tard dans notre projet. Donc, gardez un historique propre de toutes les modifications. Donc, vous allez voir que toutes les modifications que vous allez apporter à votre code source, vous allez pouvoir, à un moment ou à un autre, décider de les committer dans ce repository. Donc, la notion de commit, vous l'aviez abordée dans votre cours SQL. Sauvegarder le résultat d'une transaction, eh bien, ces outils Git vont vous permettre également de réaliser des tâches. À chaque fois qu'on va committer, on va en reparler après, on va bien sûr documenter, ce commit de telle sorte qu'on puisse à tout le moment revenir sur cette version-là, si jamais on se rend compte qu'au sein du projet, on s'égare un petit peu. Donc, on organise son travail sous forme de commit documenté pour consulter ou revenir à une version antérieure, pour comparer les différentes versions, savoir quelle est la partie du code qui a changé entre telle et telle version, et puis tracer les modifications qui ont été faites. Qui a fait quoi et à quel moment? On va pouvoir, donc, si on a bien documenté son commit, pouvoir suivre cette trace tout au long de notre projet. Alors nous, dans le cadre de ce premier projet qui va manipuler cet outil, eh bien, on va principalement utiliser cet outil pour sauvegarder le résultat ou le travail de chacun et permettre à chacun de pouvoir récupérer le travail d'un autre. Donc ça sera l'objectif essentiel de l'utilisation de Git dans le cadre de ce projet. Alors, des outils de versionning. Donc, on parle de VCS, Version Control System. Il en existe de nombreux sur le marché. Donc, aujourd'hui, un des plus populaires, c'est Git, avec différentes moutures GitHub ou GitLabs. Donc, ce sont tout ça, font référence aux mêmes outils ou en tout cas la même philosophie. Vous avez aussi des outils comme Subversion, qui sont utilisés aussi dans le monde Java. Vous avez plutôt dans le monde Microsoft un outil qui s'appelle Team Foundation Server, et donc qui va jouer ce rôle également plutôt pour les applicatifs ou les environnements Microsoft. Alors là, vous voyez, il y a un panel d'outils très important, ils sont tous basés sur les mêmes philosophies. Maintenant, en fonction des technologies utilisées, du prix que l'on veut mettre dans ces outils-là, eh bien, on s'orientera ou les entreprises s'orienteront vers l'un ou l'autre de ces VCS. Donc, nous, celui que nous allons utiliser, ça va être Git, associé à GitHub. Alors, il y a deux philosophies concernant ces outils de versionning. Il y a donc ce que l'on appelle les systèmes de gestion centralisés et puis les systèmes de gestion décentralisés. Donc ça, c'est aujourd'hui sur le marché les deux grandes philosophies qui accompagnent ces outils-là. Donc, lorsque vous travaillez avec un outil de version centralisée, eh bien en fait, les postes développeurs ici ne stockent que la version de travail de l'application. Donc en fait, chaque développeur qui accède à cet ordinateur travaille sur un espace de travail, justement, qui correspond à la version de travail de notre application. Lorsqu'il effectue une modification dans un fichier, il va tout de suite mettre en place et committer cette nouvelle version sur le serveur central. Donc en fait, chaque poste de développement dispose d'un accès sur une machine sur lequel le système de gestion de version est installé, ce que l'on appelle le repository.
Et donc, chaque ordinateur partage effectivement le même repository. Donc, tout le monde fait ses commits dans ce repository-là, tout le monde récupère ses informations à partir de ce repository ici. Maintenant, le versionning des documents, il est à la charge de ce serveur central et de cet unique serveur central. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur une architecture relativement simple à mettre en place. L'inconvénient, c'est justement cet aspect centralisé. Si un jour, ce serveur ici n'est pas joignable par les équipes de développement, eh bien, les équipes de développement ne peuvent plus versionner les modifications qu'ils apportent à leur code source. Pire, si jamais ce serveur central tombe, une défaillance mécanique sur l'outil et puis des sauvegardes qui n'ont pas été réalisées correctement sur le contenu de cet outil, eh bien, ça signifie que vous perdez ici l'intégralité du versionning associé à cette application. Alors, Git va utiliser une philosophie un petit peu différente que l'on appelle un système décentralisé. Voilà, je vais y arriver. Donc, un système décentralisé. Alors, ça veut dire quoi, un système décentralisé? Ça veut dire que, comme pour les systèmes centralisés, on a un serveur qui va être dédié à la sauvegarde et à la centralisation quand même des différents projets de chaque développeur. Donc, sur un serveur, on a un repository qui, au final, stocke l'intégralité du travail de tous les membres de l'équipe, de tous les développeurs qui participent à cette équipe. Donc, même travail que pour un système centralisé. Par contre, ce qui va changer, c'est que chaque poste de développeur va disposer également d'un outil de versionning. Donc, chaque poste va disposer de cet outil de versionning et d'un espace de travail. Et c'est ce que l'on n'avait pas avec la version centralisée. Donc, l'énorme avantage, effectivement, c'est que si jamais ce serveur-là tombe, eh bien, on peut récupérer le projet sur un des ordinateurs ou sur tous les ordinateurs des postes de développement qui correspondent à l'équipe. Alors bien sûr, peut-être qu'on n'aura pas la dernière version, mais on va forcément retrouver sur un des postes de l'ordinateur, un des postes de développement, une version qui sera très proche de celle qui figurait sur le serveur. Donc le risque de perte ici des informations est moindre. Donc ça veut dire que par contre, pour les équipes de développement, ça nécessite un petit peu plus de travail. Pourquoi? Parce qu'ils vont effectuer leurs modifications dans leur code source, dans le workspace dédié à leur machine de développement. Une fois que ces modifications sont réalisées, eh bien, ils vont devoir réaliser une première mise à jour de leur espace centralisé, de leur espace de versionning. Donc, ils vont faire en quelque sorte un premier commit des modifications sur leur propre espace de gestion de version. Pour le moment, c'est versionné, mais uniquement sur le poste d'un développeur. Une fois que ce travail est réalisé, ce développeur va pouvoir également décider de mettre à jour la base de données centralisée correspondant à son projet. Voilà, donc il y a un temps de modification, un temps de mise à jour de son espace personnel versionné, et puis il y aura un temps de mise à jour de l'espace versionné, mutualisé ou partagé avec tous les autres développeurs. Voilà. Donc, une fois que cet utilisateur a
à effectuer ce travail, bien sûr, l'utilisateur B va pouvoir récupérer le résultat de ce travail dans son repository personnel, puis de ce repository personnel va pouvoir effectuer des modifications sur le code à partir de son espace de travail. Une fois qu'il aura apporté ces modifications, il va remettre à jour son repository personnel et puis décider de mettre à jour derrière le repository du serveur centralisé. Et puis voilà, on va travailler de cette manière-là. Alors, donc c'est le genre de choses que va apporter cet outil. Ça nécessite derrière une certaine philosophie et aussi une certaine rigueur dans ces phases de développement. Il va falloir effectivement que chaque développeur détermine à quel moment est-ce qu'il souhaite partager les modifications qu'il vient d'effectuer. Ça nécessite aussi à chaque développeur de commencer par récupérer la dernière version du travail, du projet, pour pouvoir commencer à modifier ces différents éléments. Donc vous allez voir qu'il va y avoir un petit workflow qui va se mettre en place et qu'il va falloir suivre et que chaque développeur qui participe à ce projet suive. Si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, eh bien l'outil Git va peut-être complexifier votre démarche. Donc il va falloir être assez exigeant envers vous-même et envers chaque membre de l'équipe pour que cet outil apporte totale satisfaction. Ce n'est qu'un outil. Encore une fois, cet outil ne fait que ce qu'on lui demande. Donc, si on lui demande de réaliser les tâches dans un bon ordre, il va vous apporter satisfaction. L'avantage aussi de cet outil, c'est qu'il va contrôler un petit peu ce que vous êtes en train de faire et va vous orienter lorsque vous allez réaliser des tâches qui ne sont pas correctement ordonnancées. Voilà. Donc là, vous allez travailler dans un environnement donc décentralisé. Vous allez donc avoir un repository qui va être placé sur le web. Et nous, on va s'appuyer sur un site qui s'appelle GitHub pour pouvoir gérer cette partie-là. Et vous allez voir que sur chacun de vos postes développeurs, vous allez avoir un environnement qui va être structuré de cette manière-là. Donc, un espace de travail qui va être associé à un espace local. Voilà, donc la théorie de Git, on l'a résumée de cette manière-là. 4 espaces, 4 ambiances. Effectivement, vous allez avoir comme ça différents où vont être stockés votre projet. Alors, ça, c'est une représentation logique de ces espaces. Et sur votre poste de développement ou sur chaque poste de développement, vous allez avoir comme ça ces espaces qui vont être proposés. Alors attention, physiquement, peut-être que ça sera stocké dans le même répertoire. Donc peut-être que ça sera stocké dans le même répertoire et cas. Mais derrière, en termes de philosophie, vous aurez quand même ces 3 espaces qui seront bien distincts et qui seront gérés par Git. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver, bien sûr, votre projet, enfin votre workspace habituel dans lequel vous avez développé vos applications J2E ou JSE. Donc, le workspace. Dans ce workspace, vous allez avoir accès à votre projet. Et la version du projet que vous aurez dans ce workspace, ça sera la version du travail, du projet en cours d'élaboration. Ça sera la version, j'ai perdu mon terme, enfin la version du projet de travail. Ce sera le projet de travail. Donc, vous viendrez ajouter, modifier, supprimer vos codes sources
dans cet espace de travail, comme vous le faisiez précédemment. La seule chose qui va changer, c'est que le projet que vous allez créer dans cet espace de travail, il va être lié à un dépôt distant. Il va donc être associé à Git. Ça veut dire qu'automatiquement, sous Eclipse, vous allez avoir 2 espaces supplémentaires qui vont être associés à votre projet. Un espace un petit peu transparent, mais qu'on va quand même apercevoir tout à l'heure dans la démonstration, c'est l'espace que l'on appelle des index. Alors, c'est une zone de transit, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous ajoutez, lorsque vous modifiez ou lorsque vous supprimez un fichier de votre espace de travail, ce fichier est placé dans les index comme étant en cours de modification. Ça veut dire que ce fichier, il est répertorié dans cet espace index et il est tagué comme nouveau ou comme modifié ou comme à supprimer. Voilà, donc c'est simplement un espace dans lequel Git ou sur lequel Git va s'appuyer pour tout simplement référencer les modifications qui ont pu être apportées sur les différents fichiers de code source correspondant à votre projet. Une fois que ces fichiers auront été tagués et placés ici, vous allez avoir la possibilité de répercuter les modifications attendues et indexées dans cet espace sur votre dépôt local. Donc pour ça, on va vous demander, ou Git va vous demander une action, qui est l'action commit. Et cette action commit va effectivement réaliser cette tâche sur le dépôt local. Donc c'est la zone de stockage. Les versions committées sont ici, prêtes à être envoyées sur le serveur distant. Donc, votre espace de travail, référencement des modifications apportées dans votre espace de travail et application de ces modifications sur le dépôt local. Une fois que vous avez mis à jour votre dépôt local, que votre projet compile, qu'il est opérationnel, eh bien, peut-être que le travail que vous avez réalisé et déposé ici, vous avez envie de le partager avec le reste de l'équipe. Auquel cas, vous allez pouvoir demander à récupérer le contenu de ce dépôt local et le déplacer vers le dépôt distant, Git, ou GitHub en l'occurrence. Alors bien sûr, lui, il va mettre à jour les fichiers qui se trouvent dans le dépôt distant. Donc, il va ajouter ceux qui doivent être ajoutés, modifier les fichiers existants mais qui ont été mis à jour, ou supprimer les fichiers qui ont été marqués comme tels dans votre dépôt local. Donc, vous allez réaliser à distance le même travail que vous avez fait sur le dépôt local. Simplement, tout ce que vous placez ici, c'est un projet qui est partagé avec chaque membre de l'équipe. D'accord? Donc, voilà, on travaille normalement. À un moment ou à un autre, ces modifications sont indexées et il va falloir que vous décidiez de mettre à jour votre dépôt local de manière régulière. À chaque fois que vous faites une mise à jour dans ce dépôt local, eh bien, vous allez commenter. Vous allez commenter le fruit de cette modification, ou les raisons de cette modification. Et puis, là encore, à intervalles réguliers, vous allez communiquer vos modifications au reste de l'équipe en déposant tout ça sur le dépôt distant. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Oui, ça va. Pour l'instant, oui. Ouais. Alors, vous allez voir, ça va être mis en place pratiquement automatiquement dès qu'on va s'intéresser à Git. Voilà. Alors,
Bien maintenant, pour faire transiter les informations entre ces 4 espaces, Git va vous proposer des commandes. Hein? Donc, commande, alors pour le moment, je laisse un petit peu le Git clone sur place, mais de côté, pour dire ben voilà, que les modifications que vous avez apportées ici, vous souhaitez les mettre dans la partie index, ben vous allez avoir une commande git add. Alors ça, c'est ce que vous devriez taper en invite de commande si jamais vous n'utilisiez pas d'environnement de développement. Vous allez voir que ça va être intégré à Eclipse. Ensuite, le contenu de votre index, lorsque vous souhaitez le répercuter dans votre dépôt local, bah vous appellerez la commande git commit. Lorsque vous déciderez de mettre à jour le dépôt distant à partir du contenu de votre dépôt local, eh bien, vous ferez un push. Et donc là, le push, hop, ça sera un commit distant, on pourrait résumer ici, hein. Donc un commit vers le dépôt distant. Et puis peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir besoin de récupérer le contenu du dépôt distant pour le replacer dans le dépôt local, eh bien vous ferez un pull qui aura donc l'effet inverse. Alors bien sûr, hein, le push ou le pull n'écrase pas le contenu de votre dépôt, il effectue une fusion. Hein, il effectue une fusion. Alors quelquefois, vous allez peut-être rencontrer des problèmes dans le cadre de cette fusion. Il va vous dire, bah, j'ai besoin d'un peu d'aide là pour réaliser cette fusion. Donc, vous allez avoir aussi des outils qui vont vous permettre de comparer les codes que vous avez sur votre dépôt local et le code que vous récupérez du dépôt distant pour dire, bah, voilà ce qui change et voilà ce que je veux garder. Donc, il y aura potentiellement des conflits qui vont apparaître comme ça, mais c'est normal. Il faudra prendre le temps de corriger ces conflits. Et ces conflits peuvent être de plus en plus embêtants si on ne respecte pas justement le workflow que l'on va étudier juste après. Et puis, de votre dépôt local, si vous souhaitez récupérer quelque chose qui est dans votre dépôt local pour le placer dans votre espace de travail, eh bien, vous allez avoir le checkout. Voilà, donc quelques commandes qui sont mises à notre disposition. Alors, vous allez utiliser le add, vous allez utiliser le commit, beaucoup le pull et le push. Les autres seront utilisés de manière un petit peu plus limitée, restreinte. Alors, comment on va organiser ça? Voilà le workflow que l'on va mettre en place. Première chose qui sera décrite dans la fiche technique que je vous ai déposée, il va falloir qu'il y ait un membre de l'équipe qui prenne en charge la création du dépôt distant. Donc, une personne va créer un dépôt sur GitHub. C'est en quelque sorte une initialisation du projet sur le repository distant. Une fois que cette initialisation est faite, toujours ce responsable de projet, eh bien, il va récupérer le projet initié sur le dépôt distant, il va le récupérer sur son dépôt local. C'est peut-être à ce moment-là que le responsable du projet va apporter ses premières modifications de configuration au projet. Il y a peut-être des choses un petit peu particulières. Par exemple, la première fois, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va définir qu'il s'agit d'un projet de type Dynamic Web Project. C'est également à ce moment-là que vous allez décider avec quelle version de servlet vous souhaitez travailler, 3.1 ou 4.0. C'est aussi à ce moment-là que vous allez décider est-ce que je veux générer un fichier web.xml ou pas.
Voilà, donc il y a un certain nombre de petites choses propres à un projet dynamique web qu'il va falloir paramétrer, autant que ça soit fait par une seule personne au départ. Et donc, c'est ce que va faire Joe, qui va être considéré ici comme le responsable de la mise en place du projet pour l'équipe. Une fois que Joe va avoir configuré correctement son projet dans son dépôt local, eh bien, il va mettre à jour le dépôt distant. Donc, il va réaliser un premier push vers le dépôt distant. Et donc, sur ce dépôt distant va être reçu le projet avec les différents points de configuration qui ont été évoqués par Joe, mis en place par Joe. Une fois que ce travail-là est fait, tous les autres membres de l'équipe vont pouvoir récupérer le projet. Et donc, ils vont récupérer ce projet sur leur dépôt local. Et le projet qu'ils vont récupérer sera déjà un projet de type dynamique web, correctement configuré avec un fichier web.xml, par exemple. Voilà, vous êtes prêts à attaquer votre projet en équipe. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque membre de l'équipe va travailler sur un ou plusieurs fichiers en fonction des fonctionnalités qu'il doit développer, dont il a la responsabilité. Lorsqu'il a effectué ces modifications, il va committer ces modifications sur son dépôt local et puis va décider de pusher le contenu de son dépôt local sur le dépôt distant. Lorsque Joe va vouloir travailler lui aussi de son côté sur le projet, bien, premier réflexe que va devoir avoir Joe, c'est récupérer la dernière version du projet, effectuer ses modifications, ajout ou suppression de fichiers, commiter. Georges, qui continue à travailler, va devoir à un moment ou à un autre récupérer la version du projet distant, faire ses modifications et commiter. Voilà un petit peu le travail qu'il va falloir faire avec cet outil Git. Donc, il va y avoir une étape de mise en place du projet que vous allez réaliser en fin de journée. Et puis après, une fois que ce projet est correctement mis en place, récupéré par chaque membre de l'équipe, vous allez pouvoir commencer à développer une ou plusieurs ou différentes fonctionnalités en travaillant en équipe. Voilà, donc il y a une philosophie que je vais vous demander de respecter pour minimiser au maximum les risques de conflit, c'est de suivre cette règle commit, pull, push. Vous devriez toujours réaliser vos tâches au travers de cet environnement Git en cumulant ces trois commandes. Alors, pour rappel, l'utilisateur Joe vient de faire une modification dans son espace de travail. Il commit cette modification sur son dépôt local. Il envisage de mettre à jour le distant. Premier réflexe qu'il doit avoir, c'est faire un pull. Demander à récupérer l'existant sur le dépôt distant, de telle sorte que ça vienne fusionner avec son dépôt local. À partir de là, peut-être que des conflits vont apparaître. C'est donc à la charge de Joe de venir modifier éventuellement ces conflits, mais sur son dépôt local. Vous allez voir, la plupart du temps, vous n'allez pas avoir de conflit. Et si jamais il y en a, eh bien, on les corrige à ce moment-là. Une fois que
Joe dispose dans son dépôt local ces modifications fusionnées avec le projet partagé, eh bien, il va pouvoir pousser le tout vers le dépôt distant. Et donc, dans le dépôt distant, on va avoir de fusionner au reste du projet, eh bien, les modifications qui ont été apportées par Joe. Donc, ce qu'il faut impérativement éviter, c'est de pousser ces conflits sur le dépôt distant. Parce que si vous faites un commit push ici, eh bien, finalement, le problème des conflits éventuels, eh bien, vous l'avez repoussé sur le dépôt distant. Ça veut donc dire que toute personne qui va récupérer ce projet à partir du dépôt distant va récupérer tous les conflits associés. Et là, c'est la zone dans l'équipe. Donc, il faut éviter impérativement ça. Commit, pull, push. Voilà, alors, vous allez voir, c'est une petite prise en main à avoir. Vous allez avoir des conflits au début. On les corrigera ensemble. Vous irez voir dans la documentation aussi comment corriger ces différents conflits. Et vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours d'utilisation de Git, eh bien, vous allez faire disparaître finalement de plus en plus ces conflits éventuels qui pourraient donc être générés. Voilà, donc commit pull push, ça doit être quelque chose que vous réalisez de manière récurrente. De toute manière, avant de pousser quelque chose sur le serveur, faites un pull au préalable. Voilà. Alors maintenant, effectivement, quand faire ces commits, en fait, il faut faire des commits de manière récurrente, le plus souvent possible. Vous faites vos commits pour documenter précisément les modifications que vous apportez à votre code. Donc, vous allez voir qu'à terme, vous allez vous organiser au sein de l'équipe, que vous allez vous répartir vos tâches de travail au sein de l'équipe, et donc que vous allez éviter ces conflits. Vous allez savoir normalement à tout moment qui fait quoi et qui travaille sur quel fichier pour réaliser quoi. Donc vous serez en mesure de pouvoir dialoguer au sein de l'équipe. Donc un bon commit, c'est un commit qui ne concerne qu'une seule fonctionnalité du programme, qui est le plus élémentaire possible, tout en restant que il faut que la chaîne correspondante à cette fonctionnalité soit complète. Ne faites pas un commit en milieu de chaîne, ça n'a pas forcément d'intérêt puisque ce que vont récupérer les autres, ce sera qu'un bout de fonctionnalité, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Bien sûr, il faut que, avant de faire votre commit, il faut que votre projet compile. Sinon, vous risquez de répercuter cette erreur de compilation sur l'ensemble des projets de votre équipe. Donc, ne compilez pas, même si vous êtes en fin de journée, un bout de code qui pose problème. Dans l'idéal, ce qu'on compile aussi, c'est quelque chose qui est testé et qui fonctionne. Et puis, à chaque fois que vous allez faire un commit, vous devez le documenter. Alors, vous allez voir, l'outil sous Eclipse va vous obliger à apporter un commentaire. Mais bien souvent, on passe vite sur ces commentaires, on finit par mettre des blablabla. Simplement, quand vous souhaitez revenir sur une version antérieure, eh bien, le blablabla que vous avez pu positionner, il évoque très peu les modifications qui avaient été faites au cours de ce commit. Donc, soyez précis sur votre commit. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, mais
sous la forme d'une centaine de caractères, on a déjà la possibilité de bien documenter ce commit. Voilà, donc le commit, c'est bien sûr effectivement soit suite à un ajout de fichier ou un ajout de code, soit à une modification de code, soit à une suppression de ligne ou une suppression de fichier. Et puis vous devez systématiquement accompagner ce commit de metadata, c'est-à-dire un commentaire, qui l'a fait et à quel moment vous l'avez fait. Donc là, cette partie-là, Eclipse va s'en occuper. La partie commentaire, c'est à la charge du... Voilà, alors pour terminer sur la présentation générale de Git, donc committer le plus souvent possible. Alors, au moins une fois par jour, vous allez le faire de manière plus régulière de votre côté. Puisque au départ, mettez en place des petites tâches de travail de telle sorte que votre projet, comme ça, avance correctement dans la journée. Vérifiez que le code compile, ça je l'ai déjà dit. Alors vous allez voir aussi que dans le projet que nous allons mettre en place, il va y avoir un fichier un petit peu particulier qui s'appelle gitignore. Ce fichier va contenir des lignes et tous les éléments ou toutes les informations qui vont être stockées ou décrites sur ces lignes représenteront des données qui ne seront pas committées, qui ne feront pas partie du versionning de code. Alors, à titre d'exemple, quand vous créez un projet Eclipse, vous avez des fichiers avec des extensions particulières qui sont placées dans votre répertoire par Eclipse et qui ne servent qu'à gérer ce projet au niveau d'Eclipse. Et dans ces fichiers notamment, sont stockées vos préférences de configuration pour Eclipse. Donc bien sûr, ces fichiers de configuration d'Eclipse, eh bien, on va les extraire de notre versionning. Joe, qui est à l'origine du projet, ne peut pas imposer aux autres développeurs la configuration qu'il a donnée à son Eclipse. S'il préfère travailler sur un fond noir alors que les autres espèrent ou souhaitent travailler sur un fond blanc, ce n'est pas à Joe d'imposer ça. Donc, on va comme ça supprimer un certain nombre de fichiers. Même chose, ça ne sert à rien de versionner des fichiers .class. On va plutôt versionner les fichiers .java. Alors, vous allez voir, il y a des générateurs de fichiers gitignore qui sont à disposition et je vous en ai proposé un que vous allez pouvoir intégrer dans votre projet. Voilà, donc on va committer uniquement le code source. Tout ce qui n'est pas dédié au code source, eh bien, ne sera pas commité. Ça veut dire qu'il n'existera que sur le poste client, sur le poste développeur. Écrire un commentaire clair et explicite. Donc là, je l'ai déjà exprimé, ceci. Maintenant, au sein de l'équipe, vous pouvez vous définir une nomenclature de commentaires. Par exemple, vous voyez, débuter votre commentaire par fix, add, change. Ça permet effectivement de dire, bah voilà, c'est un commit suite à l'ajout d'un fichier dans notre projet. Vous pouvez décider de mettre ça en place. Voilà. Donc, voilà tout ce que l'on va avoir maintenant avec Git. Donc, il va nous falloir 2 espaces. Un espace à définir sur GitHub qui va contenir le repository. Et puis,
Et puis, chaque membre de l'équipe va avoir son espace de travail sur son propre poste. Eclipse intègre déjà un plugin qui permet donc de gérer Git au travers de cet environnement de développement. Est-ce que sur cette présentation générale, vous avez des questions, des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair? Je pense qu'il faudra voir quand on l'utilise. Voilà. Donc, effectivement, hein, donc si une chose à retenir, c'est le commit pull push. Ça, vous pouvez vous le noter en rouge quelque part. Il faut que chaque membre de l'équipe respecte cette règle et vous aurez un minimum de conflits qui seront remontés. Alors maintenant, le fruit de la fiche technique que je vous ai mise à disposition, il va être utilisé pour la mise en place de cet espace. Alors, on va faire quelque chose. Je vais vous montrer rapidement. Donc, cette fiche technique, c'est celle-ci. Donc, 02. Voilà. Et donc, j'ai découpé ça en 8 phases. Chacune de ces phases est décrite par des copies d'écran qui sont proposées dans les ressources. Donc, vous voyez, phase 1, phase 2. Et puis, normalement, à chaque fois, hop, vous avez un ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la phase 2. Donc, c'est ce qu'il va falloir que vous réalisiez sur la fin d'après-midi pour mettre en place votre environnement. Alors, je vous décris simplement les éléments. Alors, l'équipe projet donc, se compose de 3-4 personnes. Sur ces 3-4 personnes, il va y avoir pour cette fin d'après-midi une personne qui va jouer le rôle du responsable de projet, ou ce que j'ai nommé, moi, responsable de projet. Cette personne va donc être à l'initiative de la création du projet, à la fois sur GitHub et également sur le dépôt local. Les autres personnes sont désignées dans le document par le terme collaborateur. Il va falloir que chaque membre de l'équipe dispose d'un compte sur GitHub. Donc, il va falloir que vous alliez vous créer votre compte sur GitHub. Je vous invite à utiliser votre compte campus pour définir ou pour associer l'adresse email à votre compte GitHub, ne serait-ce que pour faciliter la communication au sein de l'équipe. Bien sûr, chaque membre de l'équipe dispose d'un poste de travail sur lequel vous avez un JDK, un Eclipse et un serveur Tomcat d'installer, de quoi faire du développement J2E. Pour la réalisation de cette technique, j'ai utilisé la version 11 du JDK, j'ai utilisé la version 2020-09 d'Eclipse et j'ai utilisé une version Tomcat 9. Mais avec les versions 8, 2019 et Tomcat 8.5, vous allez retrouver exactement le même environnement. Voilà, donc première chose, le responsable de projet va donc devoir se connecter à son compte GitHub, à son compte GitHub et va créer ce que l'on va appeler un repository. Alors, sur le compte GitHub, vous voyez, par exemple, moi, je me suis connecté à mon compte GitHub. Eh bien, vous allez, ou ce responsable de projet va commencer par créer un repository. Donc, pour créer un repository, vous allez donner un nom à votre projet. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Troc en Chair, par exemple.
vous pouvez donc le nommer. Donc, je vais l'appeler, moi, un troc en chair, par exemple, 2020. Ah. Donc, de toute manière, ça, c'est dans votre espace. Hein. Vous voyez, là, on est sur mon compte, Martin ENI. À ce niveau-là, vous pouvez mettre une description. Vous pouvez spécifier les caractéristiques de ce repository. Je vous invite à le mettre en private. Si vous le mettez en public, ça veut dire que c'est exposé à tout utilisateur de Git. Et puis surtout, vous ne cochez rien derrière. On va créer ici un repository qui va être complètement vide. Donc, suite à la création donc, de ce repository, voilà. Il a initié un espace sur le GitHub associé à ce repository et surtout, il a associé une URL. Donc, cette URL, vous devez la retenir. C'est au travers de cette URL que vous pourrez, à partir de votre dépôt local, venir dialoguer avec ce dépôt distant. Donc, gardez ce document, gardez cette URL en réserve, de telle sorte que vous puissiez la partager avec les autres membres de l'équipe. Voilà, donc pour le repository, pour le moment, c'est terminé côté GitHub. Deuxième phase que vous allez devoir suivre, c'est initier ce projet ou convertir ce projet en un projet dynamique web J2E. Donc, c'est encore une fois une personne qui va réaliser ça. Donc, j'ai toujours nommé ici le responsable de projet. Et donc, ce responsable de projet va réaliser cette tâche à partir de son Eclipse. Voilà, donc il a lancé son Eclipse. Et donc, là encore, vous avez un certain nombre de ressources et de copies d'écran qui vont vous aider donc, à refaire cette manipulation tout à l'heure. Donc, l'idée essentielle ici, c'est à partir de là, de faire un clic droit pour importer un projet. Voilà. Et ce projet, vous allez l'importer à partir du dossier. Et donc, vous allez dire, voilà, je souhaite créer dans cet espace de travail local un projet à partir d'un repository exposé par Git, project from Git. Vous allez suivre le déroulé. Vous allez donc souhaiter cloner sur votre espace de travail local quelque chose qui provient du repository distant. Donc, on va choisir le clone URI. On vous propose ici l'URI. Ici, alors vous voyez, comme je l'avais copié avant, il me l'a automatiquement mis ici. Sinon, bien vous collez dans cette URI le chemin d'accès que l'on avait vu et qui était associé à notre repository sur le projet, sur le GitHub, pardon. Il va falloir que vous vous authentifiez. Donc ici, vous allez saisir vos identifiants pour votre GitHub. J'espère que j'ai mis ça comme mot de passe. Voilà. Alors, si vous souhaitez stocker ça sur votre Eclipse, vous pouvez le faire. Je vous inviterai à le réaliser ici parce que vous allez voir que sans arrêt, il va vous poser la question. Donc, je vais suivre la démarche. Donc là, hop, a priori, il a réussi à se connecter. Il me dit qu'effectivement, le projet que je vais récupérer sur le repository distant est pour le moment vide. Normal, puisque je n'ai rien mis dedans. Donc, on continue.
Ici, il va vous demander quel va être le dossier qui doit servir comme dépôt local. Alors, vous allez le mettre où vous voulez, mais moi, j'ai un dépôt, effectivement, sur mon espace de travail où je place tous mes workspaces. Donc, j'ai un workspace ici, Eclipse Workspace. Et donc, je souhaite créer sur mon workspace Eclipse ce répertoire. Donc, troc en chair 2020, ça me va très bien. Comme ça, je garde une correspondance entre le nom du projet sur le repository distant et celui sur mon repository local. Voilà, donc il va cloner à partir de la branche origine sur le repository. Donc, je fais le next. Voilà. À partir de là, il va vous dire, je suis prêt à cloner. Ce projet étant empty, j'ai peut-être besoin d'informations supplémentaires pour le constituer correctement sur mon dépôt local. Donc, je vais choisir ici d'exécuter l'assistant de projet proposé par Eclipse pour correctement configurer mon projet sur le dépôt local. Donc, import using new project wizard, je fais mon finish. Et puis là, vous allez voir, vous allez relancer l'assistant que vous avez eu l'habitude d'utiliser la semaine dernière avec Emmanuel pour créer un projet web dynamique. Donc, je veux créer un projet web dynamique. Ce projet web, je vais le nommer. Donc, je vous invite à le nommer comme vous l'avez nommé sur votre repository distant, donc troc en chair 2020. Après, effectivement, en fonction des configurations que vous avez sur votre Eclipse, vous voyez, moi j'ai choisi la version 9, mais vous choisirez peut-être la version 8.5. Ici, j'ai choisi les versions 4.0, mais peut-être qu'avec la version 8.5 de Tomcat, vous devrez travailler avec la version 3.1. Donc, faites simplement attention à ces quelques éléments par rapport aux versions d'Eclipse et aux versions de Tomcat que vous utilisez. On continue. Donc là, c'est l'élément. Je vous invite fortement à cocher ici le fait de générer le fichier web.xml au sein de votre projet. On ne sait jamais, peut-être que vous aurez des points de configuration à apporter dans ce fichier web.xml. Je ne sais pas si avec Emmanuel, vous aviez l'habitude de le générer. Si, oui. Si. Donc, je vous invite de le générer. Peut-être qu'il n'y aura presque rien dedans, mais peut-être qu'on sera amené à rajouter des choses à l'intérieur de ce fichier web.xml. Et comme cette étape est faite par le responsable de projet, autant qu'il le prévoit, lui. On termine. Allez. Voilà. Et vous voyez, vous avez un projet qui est créé dans votre espace de travail, hein, dans Workspace. Si je vais le voir dans mon Workspace, pour vous montrer. Eclipse Workspace. J'ai mon troc en chair 2020 qui est là. Et donc, c'est un projet, vous voyez, un projet web dynamique. Vous voyez aussi qu'il a rajouté automatiquement un fichier gitignore. Parce qu'il se dit, on va forcément en avoir besoin à un moment ou à un autre. Donc maintenant, il est structuré normalement. Simplement, vous pouvez voir qu'il est associé à des petits icônes un petit peu différents. Déjà, vous voyez qu'il vous dit, voilà, ce projet qui est sur votre espace de travail, dans votre workspace, finalement, il est câblé avec un dépôt. Quand vous commencez à voir ces chevrons devant le nom
de vos projets ou de vos classes, eh bien, c'est que ce sont des éléments qui sont versionnés. Vous voyez, il a commencé ici à mettre des petits icônes particuliers devant certains fichiers. Ça veut dire que pour le moment, ces fichiers-là n'existent pas sur le dépôt distant. Ça signifie qu'on va devoir à un moment ou à un autre provoquer un commit pour mettre à jour le dépôt distant. Voilà, donc là, la phase 2 est maintenant terminée. À la fin de cette phase 2, le responsable projet dispose d'un projet web dynamique, local à sa machine, mais câblé au repository que l'on a créé en phase 1. Maintenant, la phase 3, vous avez vu que dans ce projet, vous avez des fichiers un petit peu particuliers. Les fichiers .project, .classpath, le répertoire settings, qui contient effectivement des préférences liées ou définies par cet utilisateur sur cette Eclipse pour ce projet. Donc, en plus, vous avez un dossier build dans lequel vous allez finir par stocker les fichiers .class. Voilà. Donc, ça va être l'objectif de la phase suivante, que de dire, ben voilà, je vais versionner ce projet, le contenu du répertoire .settings, le contenu du répertoire build, les fichiers .classpath et les .project, je ne souhaite pas les versionner sur mon dépôt distant. Ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Donc ça, c'est typiquement une information que vous allez pouvoir stocker dans votre fichier gitignore. Donc ce fichier gitignore, si je l'ouvre, vous voyez, pour le moment, il a juste référencé le /build. C'est-à-dire que typiquement, il demande à ce que les fichiers qui seront à terme placés dans le répertoire build ne soient pas versionnés. Alors vous souhaitez ajouter des choses à ce fichier gitignore. Peut-être qu'à un moment, vous allez rajouter des librairies dans votre web content et dans le répertoire lib. Tous les fichiers .jar, etc., ça ne sert à rien de les versionner. Donc, en phase 3, je vous ai proposé un fichier que vous allez retrouver sous le nom phase 3 responsable projet mise à jour.gitignore. Je vais aller le rechercher pour vous le montrer. Voilà. Donc, dans les ressources, vous allez retrouver ça. Vous les avez sur Teams. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir ce fichier et copier tout le contenu. Alors ça a été généré par un outil. Donc là, je récupère tout le contenu de ce projet, de ce fichier, et je vais venir le placer dans mon répertoire, dans mon fichier gitignore de mon projet. Hop. Voilà, vous l'ouvrez et vous faites un CTRL-A, CTRL-V. Voilà, et donc, alors il n'y a pas que pour les projets Dynamic Web Project, il y en a un petit peu pour tout, là il y a du Python aussi dedans, mais bon, c'est un truc qui est généré, donc vous pouvez le conserver. Ce qui compte, mais il manque le répertoire, ah non, il est là. Donc vous voyez, tous ces fichiers, les .jar, les .war, les .class, tout ce qui sera contenu dans le répertoire build, les .project, les .classpath, le répertoire settings, tout ça ne sera pas pris en compte dans le versionning. Donc là encore, c'est la personne que j'ai désignée ou qui est désignée dans le document comme responsable de projet qui va se charger de ça. Donc une fois que cette personne a mis à jour le gitignore sur sa machine,
Voilà, à la fin de cette phase, le responsable projet dispose d'un Dynamic Web Project local à sa machine, câblé au repository et configuré pour travailler avec Git. Il va donc pouvoir passer à la phase 4 et déclencher le commit initial. Donc, son objectif maintenant, c'est de mettre à disposition ce projet aux autres membres de l'équipe. Alors, comment ça va se passer? On travaille à partir d'Eclipse. Voilà, je le récupère. Et vous allez voir dans votre Eclipse, alors là, vous allez avoir un autre document qui va vous expliquer ça, mais dans votre Eclipse, vous allez avoir, à partir d'un clic droit sur un projet, accès à une option de menu qui est Team. Et à partir de cette option de menu, vous avez ici les commandes essentielles que vous allez utiliser dans le cadre d'utilisation de Git au travers d'Eclipse. Donc, vous retrouvez le commit, vous retrouvez le pull, vous retrouvez le add to index, et tout ça, ça vous permet de travailler avec vos différents espaces. Et vous retrouvez le push branch master. Alors, nous, on veut commencer par faire un commit. Là, le responsable de ce projet vient d'effectuer des modifications sur ce projet dans l'espace de travail, dans son workspace. Il souhaite donc faire un commit. Le commit est déclenché et vous voyez qu'ici, vous avez un nouvel onglet qui apparaît lorsque vous êtes sur la perspective J2E. Et dans cet onglet, il vous oriente ou il vous indique ici tous les éléments qui ont été modifiés ou qui ont été créés depuis le dernier commit. Ces éléments-là, il va falloir que l'on les place dans l'espace index. Donc, l'espace index que l'on avait vu, c'est ce qui s'appelle ici, cet espace-là, des modifications. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous avez un petit bouton ici, soit qui va vous permettre de générer le add to index. Alors, soit vous le faites fichier par fichier, ou soit vous le faites d'une manière complète. Donc, je vais le faire d'une manière complète. Vous voyez que pour le moment, eh bien, il a ajouté dans le add to index les fichiers qui ont été modifiés depuis le dernier commit et qui sont considérés par le Gitignore comme étant à versionner. Tous ces fichiers-là n'ont pas été placés dans le add to index, tout simplement parce qu'ils figurent dans le Gitignore. Vous allez voir, ils vont disparaître à terme. Mais là, il a bien fait son travail. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Dans l'espace index sont répertoriés ces trois fichiers. Le commit va donc créer ces différents fichiers dans l'espace dépôt local. Donc, pour ça, on peut indiquer donc un petit message. Donc là, on va mettre initial commit. Donc là, le responsable va mettre initial commit et puis va faire le commit ici. Alors, vous voyez, on sait qui fait la modification. Et donc, on va déclencher ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis à jour le dépôt local. Et il me dit que pour le moment, je n'ai plus aucune modification en cours, où je n'ai aucun écart entre le workspace et le dépôt local concernant cette personne responsable du projet. Alors maintenant, cette personne responsable du projet doit aller plus loin. Il doit pousser ces modifications vers le dépôt distant. Pour ça, il va donc exécuter la commande push.
Donc, cette commande push ici, eh bien, là encore, vous voyez, on s'apprête à contacter le dépôt distant, donc le repository distant. Donc, toujours, faites attention, hein, normalement, il l'a conservé, mais faites bien attention quand même à ça. Il me demande de m'identifier ici. Alors, il me redemande ça parce que je n'avais pas sauvegardé mes identifiants. Voilà, mon mot de passe. Alors, hop, je vais juste garder ça un petit peu en réserve. Donc, je vais me connecter. Pof. Il me dit, ben voilà, on s'apprête à prendre le contenu du dépôt local pour mettre à jour le dépôt distant. Vous allez toujours travailler avec la branche principale, la branche master. Je ne vous conseille pas de vous imbriquer dans la création de différentes branches pour la prise en main de GitHub. Vous aurez le temps de revoir ça un petit peu plus tard dans votre formation. Et puis, donc, on va fusionner ce que l'on a sur le dépôt local avec ce que l'on a sur le dépôt distant. Donc là, on a différents éléments, mais nous, on veut fusionner. Alors, pour le moment, ne cochez pas ça. Il vaut mieux voir apparaître les conflits avant de les écraser. Ici, donc, on continue. Preview. Voilà, donc là, il me demande de me reconnecter encore une fois parce que hop, je ne veux pas stocker mon mot de passe sous Eclipse. Donc, je le retape. Voilà, et donc là, confirmation du push. Donc, le projet qui a été initié et configuré par le responsable de projet est maintenant déposé sur le serveur, sur le repository distant. Alors, il va l'être. Donc, il fait son petit travail, là. Voilà, il me dit que c'est poussé, c'est bon. Donc, je ferme. Voilà. Donc, le responsable du projet, maintenant, il peut effectivement, il va pouvoir contacter les autres membres du projet pour dire, voilà, le projet est prêt, il est configuré, vous allez pouvoir le récupérer localement. Alors, regardez ce qui s'est passé aussi sur le dépôt. Si je retourne sur mon dépôt, ici distant, là, il faut que je rafraîchisse ma page. Voilà. Donc maintenant, sur mon dépôt distant, vous voyez, eh bien, je commence à voir apparaître mon projet. Alors, je n'ai pas encore la partie source SRC parce que j'ai encore rien dedans. Tant que vous n'avez pas mis quelque chose dans un répertoire, il ne va pas le pousser sur le repository. Mais à terme, dès que vous allez créer une classe, vous allez voir que SRC va apparaître et vous pourrez comme ça le récupérer. Voilà, donc maintenant, suite à cette phase 5, le push initial du projet, eh bien, l'équipe dispose sur son repository GitHub d'un projet web dynamique configuré. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors ça, il faut le faire une fois. Alors ensuite, eh bien, le propriétaire de ce repository va devoir inviter ou constituer son équipe sur le dépôt distant. Et donc pour ça, il va lancer des invitations à l'équipe pour leur donner des droits d'accès à cet espace de travail. Donc vous irez voir comment on fait ça dans les ressources phase 6, mais sinon sur le dépôt, vous allez retrouver, alors vous êtes sur le dépôt, vous allez, je crois c'est dans Settings, Settings, Manage Access, voilà,
Alors, il faut que je confirme mon mot de passe. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir inviter des collaborateurs. Donc là, vous allez inviter des collaborateurs. Donc, vos 2 ou 3 collaborateurs de projet au travers de leur adresse email. Donc là, vous donnez alors soit leur adresse email, soit leur nom sur Git. Ces personnes vont recevoir un mail leur demandant d'accepter ou de décliner l'invitation. Donc, je vous invite à accepter l'invitation. Et une fois que vous allez avoir accepté cette invitation, vous allez avoir accès à ce repository. Et vous allez avoir les droits suffisants pour pouvoir travailler sur ce repository. Et donc, seules les personnes qui auront été invitées à partager ce repository auront accès à son contenu, puisque ce repository est privé. Et donc, qu'est-ce qu'il restera à faire pour chaque membre de l'équipe? Eh bien, chaque membre de l'équipe, une fois qu'il aura répondu favorablement à l'invitation, devra à son tour importer le projet Git en réalisant les différentes phases ou les différentes étapes qui sont décrites dans les phases 8. Alors, vous allez revoir, ça ressemble fortement à ce que l'on a fait ou ce que le responsable de projet a déjà fait lors de la création du projet, l'initialisation de ce projet. Sauf que là, vous n'aurez plus à faire le Git ignore parce qu'il est déjà réalisé. Vous n'aurez plus à générer le fichier web.xml parce qu'il est déjà généré. Donc, vous allez voir, ça va se faire très simplement. Je peux le faire. Donc, en fait, l'idée... Alors, je vais changer de workspace pour vous montrer. Je vais travailler avec le workspace Eclipse Workspace Hervé, par exemple. Donc, on va dire qu'Hervé est un collaborateur de ce projet. Voilà. Hervé, à partir de sa machine, va donc récupérer le projet distant. Donc, il va repartir sur les mêmes bases. Import Git, donc importer un projet Git, en s'appuyant sur une URI qui est proposée, et donc c'est l'URI HTTP je ne l'ai plus, alors c'est donc c'est pas project name, là ça va être trocanchère 2020 je crois, .git, voilà. Hervé devra saisir ses identifiants, alors moi je vais saisir les mêmes, là ce serait normalement Hervé qui saisirait ses identifiants. Voilà, donc on va là, il ne vous dit plus que c'est un projet vide normal, puisqu'on l'a mis à jour. On va le récupérer à partir de la branche master. Voilà, donc sélectionnez bien le repository dans lequel l'emplacement du repository local. Donc moi je le mets au niveau de mon workspace, comme ça, hop, j'ai pas 36 000 espaces. Donc dans Eclipse Workspace Hervé, donc le projet Trocanchère 2020. Très bien, je peux garder le New Project Wizard, Dynamic Web Project. Je fais en sorte de lui donner le bon nom, donc troc. Alors, soyez vigilants à la saisie ici, c'est important. Trocanchère 2020, donc mes configurations de runtime qui sont propres à mon environnement.
Je n'ai pas besoin de générer le fichier web.xml parce que je vais le récupérer du repository distant. Et voilà, j'ai récupéré, ou Hervé a récupéré le projet avec dedans le fichier web.xml et puis bien sûr rien, encore une fois, dans ces dossiers. Mais là, voilà, j'ai 2 espaces de travail avec 2 versions de mon fichier, de mon projet. À partir de là, chaque membre de cette équipe projet va pouvoir travailler sur le projet. Donc, par exemple, Hervé, ici, il pourrait décider de créer donc un nouveau package. Package, je vais mettre BO, je vais faire rapidement. Dans ce package BO, on va créer une classe truc. Voilà. Peu importe ce que je mets dans cette classe. Vous voyez? Et donc, cette classe, eh bien, hop, elle est gérée par l'outil de versionning. Vous voyez, il y a un petit point d'interrogation. Ça veut dire que c'est une nouvelle classe qui, pour le moment, n'a pas été répercutée dans le dépôt local et, a fortiori, n'a pas été répercutée dans le dépôt distant. Donc, Hervé, il fait ce qu'il veut là-dessus. Donc, num int, bref, il génère ce qu'il veut. Dans le bon sens. J'étais sur un autre langage juste avant, alors je commence à mélanger mes trucs. Peu importe, voilà. Donc, il fait ses modifications. Donc, il teste, il teste son projet, tout ça. Il considère que ces modifications sont cohérentes et peuvent être acceptées par le reste de l'équipe. Il va donc décider de versionner tout ça. Et donc, il va faire un team commit. Donc, l'outil constate qu'effectivement, il y a une modification qui a été faite dans le workspace et que cette modification, pour le moment, n'a pas été répertoriée dans l'espace index. Donc, si on veut que ça soit pris en compte lors du prochain commit, eh bien, on va, vous voyez, de toute façon, le commit est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans la zone index à mettre à jour. Donc, je l'ajoute. Voilà. Je commence. Donc, création classe truc. Je commit. Il me demande de sauvegarder. Alors, il faut... Donc, je commit, voilà. Et donc là, ah oui, alors parce que je n'avais pas sauvegardé avant, alors il faut que je recommence, sauvegarder. Mise à jour. Classe truc. Voilà, on commit. Très bien. Et puis, si maintenant je décide de vouloir pousser ça sur le serveur, bien avant de déclencher le push, j'aurai tout intérêt à faire un pull. Commit, pull, push. Donc, je fais ça. Alors, bien sûr, puisqu'il tente de se connecter au dépôt distant, il faut que je m'y reconnecte. Voilà, donc là, il me dit, il n'y a pas de modification. Disons que la version que j'ai dans mon dépôt local, c'est une version qui existe dans le dépôt distant. Il n'y a pas une nouveauté dans le dépôt distant par rapport à mon dépôt local. Tout va bien. Donc maintenant, je peux faire un push. Voilà. Et on y va. Donc, je crois que très rapidement, vous allez mettre
vos identifiants là-dedans. Donc, faites attention peut-être au mot de passe que vous allez assigner à... Voilà, donc, il vous dit ici, voilà ce que les commits que vous allez pousser sur le dépôt distant. Donc, la création de la classe truc, plus la mise à jour de la classe truc, tout ça, ça va être poussé. Voilà, c'est en train d'être poussé sur le dépôt distant. En espérant qu'il puisse s'y connecter. Ah mince, je m'endors sur mon clavier. Voilà, c'est parti, c'est fait. Et normalement, si je retourne sur mon dépôt distant dans la partie code, vous voyez, il commence à me présenter ici SRC. Alors pour le moment, il met src/bo parce que j'ai qu'une seule couche, mais après, il va créer des répertoires correctement. Et puis là-dedans, bah, j'ai mon truc .java. Donc si je vais là-dessus, je peux consulter le code Java qui est versionné sur le dépôt distant. Alors maintenant, juste pour terminer la démonstration, si je reviens en tant que Bruno Martin, donc je vais switcher de workspace. Et donc, mon réflexe, avant de commencer à travailler sur ce projet, voilà, c'est de m'assurer qu'effectivement, je travaille bien avec la bonne version. Parce que vous voyez, moi, ma version du projet, elle est sans la classe truc. Donc, premier réflexe que je dois avoir, c'est, avant de commencer à travailler, c'est de récupérer et de faire le pull. Voilà. Assurez-vous avant de travailler que vous avez bien récupéré sur votre dépôt local la version qui est sur le dépôt distant. Alors j'ai ici mon BO. Alors pourquoi est-ce qu'il me le colle en dessous? C'est peut-être juste un problème de refresh. Ouais, c'est juste un problème de refresh. Et voilà, j'ai récupéré ici le résultat du travail de mon collaborateur Hervé. Voilà, est-ce que ça vous paraît clair là dans la présentation? Ça a l'air d'être bon. Hein, donc là, vous avez effectivement un petit peu de travail de configuration à mettre en place. C'est ce que je vais vous inviter là à mettre en place en fin de journée et vous assurer que ça soit opérationnel et que chaque membre de l'équipe dispose maintenant d'un projet versionné sur son poste de travail. Alors, donc, basez-vous là sur cette fiche technique hein, et sur si vous avez un doute sur les options à prendre au cours de ces différents assistants, allez voir les copies d'écran que je vous ai mises à disposition. Hein, c'est très important de bien le faire, sinon vous allez traîner ces casseroles pendant toute la durée du projet. Et puis après, concernant les manipulations de l'outil sous Eclipse, eh bien, vous avez ici un petit document essentiel Git pour le projet J2E sur lequel vous pourrez y faire référence. Alors, c'est un extrait d'un autre document un peu plus important que je vous mettrai à disposition si vous le souhaitez, ou je vous mettrai en tout cas le lien. Il est super bien fait. Voilà, donc là-dedans, vous retrouverez comment ajouter un fichier dans les index.
Hein, donc, soit vous passez par le add to index, soit vous passez par le plus. Donc, avec ces éléments-là, comment commiter, comment revenir un pas en arrière, comment résoudre les conflits. Alors ça, lorsque vous commencerez à en rencontrer, on pourra travailler un petit peu là-dessus ensemble. Synchroniser, c'est pas le pull et le push. Et puis bien sûr, vous pouvez visualiser pour chacun de vos fichiers un historique des modifications qui ont pu être réalisées. Alors vous voyez, ces différentes options à chaque fois sont accessibles à partir du menu contextuel Team. Voilà. Bon, de toute manière, il va falloir se plonger dedans, commencer à manipuler les choses. Faites des sauvegardes de vos projets. Ce n'est pas parce qu'ils sont versionnés que vous n'avez pas à faire des sauvegardes de vos projets. En tout cas, vous en êtes les responsables. Et puis voilà. Donc c'est un outil qui va vous aider à condition de bien l'utiliser. Ne croyez pas que cet outil fait tout magiquement à votre place. Hein. Il respecte un flux de travail qui oblige l'équipe de développement et ce flux de travail est imposé en fait à l'équipe de développement. Donc il faut bien suivre ce flux de travail. Voilà, donc j'en ai terminé moi pour ma présentation. Je ne sais pas si je sais pas si c'était enregistré, je n'ai pas fait gaffe, non? Si, je crois bien, ouais. Si, c'est enregistré. Si, c'est enregistré, ouais. Ok. Très bien, donc vous pourrez revenir là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger là-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions de votre côté. On en aura sûrement quand on n'y arrivera pas. Surtout ça, je Quand pense. on va commencer, oui, je pense. Ok. Pour ce qui est juste de la base de données, Oui. par contre, il n'y a pas moyen là d'avoir un outil mutualisé. Là, c'est vraiment chacun de notre côté d'avoir la sienne. Ouais. Alors, il y aurait un moyen, mais ça va être peut-être assez lourd, c'est-à-dire que on pourrait utiliser par équipe une machine qui se trouve dans les locaux de l'ENI. D'accord. Qui serait donc associée à une adresse IP et qui pourrait être joignable à distance. Simplement, au moment où vous lancez vos projets, il faudrait que votre OpenVPN soit démarré de telle sorte que la chaîne de connexion puisse passer par cet OpenVPN pour contacter la machine. Je ne sais pas si c'est très simple à mettre en place. Oui, peut-être pas. Mais dans notre contexte, si on voulait effectivement mutualiser et travailler avec un serveur de base de données unique, ça serait la solution qu'il faudrait mettre en place. Et c'est ce qu'on ferait en salle, hein, en fait, en présentation. Si certaines équipes veulent se risquer là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas complexe. On prend une machine qui est dédiée à un membre de l'équipe. Il y a SQL Server qui est installé sur ces machines. On démarre juste l'instance et peut-être qu'on aura quelques points de configuration à mettre en place. On lance le script sur la base de données et puis c'est parti. S'il y a des équipes qui veulent mettre ça en place, vous allez... ce qu'on pourrait faire, c'est
définir un moment où on pourrait le réaliser avec une équipe. On pourrait enregistrer ça de telle sorte que les autres équipes puissent également le mettre en place. Pourquoi pas? Je vous laisse réfléchir à la question. Sinon, effectivement, chaque membre de l'équipe doit installer la base de données sur son poste, hein, sur son propre SQL Server. Ok. Il faut que vous ayez le même script, le même jeu d'essai pour que ça soit cohérent sur tous les postes. Et puis faites attention à la chaîne de connexion, comme je vous le disais, il ne faut pas qu'elle soit trop typée, cette chaîne de connexion. C'est-à-dire il faut qu'elle fasse référence au serveur localhost ou à l'adresse IP 127.0.0.1 pour que ça fonctionne. Certains d'entre vous n'ont pas pu installer SQL Server sur leur poste. Parce que j'ai vu que Emmanuel avait utilisé la base de données H2. Si vous pouvez éviter d'utiliser la base de données H2, je vous invite fortement à le faire. Et plutôt vous orienter vers la base de données SQL Server. Pour quelle raison, du coup, Bruno? Parce que, par exemple, nous, il y a Damien qui est sur Mac et il ne peut pas installer SQL Server, donc il serait obligé de travailler sur une machine distante. Ah ouais, donc si vous êtes... dans ce cas-là, soit vous travaillez sur H2 parce qu'effectivement, vous n'avez pas des postes de développement communs, ou soit, c'est peut-être une solution envisagée, vous travaillez avec une machine distante. Juste pour la base de données SQL Server. Comme ce que tu nous disais tout à l'heure, là, de prendre un poste pour créer une base distante, du coup, perso, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes intéressés, mais moi, je veux bien qu'on le fasse ensemble et qu'on fasse une vidéo pour tout le monde après. Quitte à prendre du temps pour le réexpliquer aux autres groupes si besoin, mais moi, ça me va. Aussi, si vous êtes une majorité de groupes à vouloir mettre ça en place, on peut se dédier comme ça à une réunion et puis on fait la démo. Moi, je suis assez partant pour voir une fois comment mettre ça en place, donc ça m'intéresse plutôt comme idée en tout cas. Donc. Écoute, je vais proposer un petit formulaire après cette réunion. Et puis, en fonction des réponses que l'on va avoir, je vous proposerai un petit temps de configuration. Ok, parfait. Un petit temps de configuration, et puis ça pourrait être demain matin, par exemple, pour pouvoir mettre ça en place assez rapidement. Ouais, c'est une bonne idée, je pense, carrément. Comme ça, moi, je vais réfléchir d'ici demain matin, voir la faisabilité, mais je ne vois pas d'éléments qui interdiraient ça à partir du moment où vous avez votre OpenVPN de lancer sur vos machines. Ok, j'avoue que c'est un peu flou pour moi, mais on regarde tout ça demain matin avec ceux qui sont dispo. Ok, je propose un petit formulaire après. Ok. Très bien. Est-ce que d'autres questions d'ordre peut-être plus général? Non? Bon, écoutez, je vous laisse configurer votre Git en équipe. Donc, l'objectif, ça serait que chaque membre de l'équipe dispose d'un projet versionné ce soir pour que vous puissiez, comme ça, commencer à développer demain matin. Je reste à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le canal 9 pour que ça puisse profiter à tout le monde et que mes réponses puissent être partagées par l'ensemble des équipes. Ok. Ok. Très bien, merci Bruno. Ok. À plus tard. À plus tard. Ok, à plus tard.